Bonjour les amis et bienvenue pour cette troisième partie du chapitre 16 qui concerne les abeilles, les insectes, les hommes et les arbres. Et donc c'est parti pour cette troisième et dernière partie de chapitre qui s'appelle le chemin de la mort des forêts. Ne perdons pas une minute. Vers 1980, le monde s'est trouvé face à un nouveau problème environnemental apparemment aléatoire, la disparition des forêts. De grands pans d'arbres poussaient rabougris, vieillissaient prématurément, perdaient leurs feuilles et périssaient sans cause visible. D'autres futaie, grandes et vigoureuses, perdaient soudainement toutes leurs feuilles supérieures et mouraient de haut en bas. Dans les Great Smoky Mountains du Tennessee, dans la baie du Fundy au Canada et en Europe centrale, de telles tragédies ont été imputées aux pluies acides, contaminées par les rejets sulfuriques de la civilisation industrielle. Mais sur les crêtes montagneuses reculées, les forêts respirant un air non pollué souffraient d'une déficience similaire. Wolfgang Folkrod, physicien et ingénieur électricien à la retraite, pensait savoir pourquoi. Folkrod, qui travaillait auparavant pour Siemens, le géant multinational de technologie, s'est intéressé aux arbres en raison du comportement étrange des forêts dans le domaine boisé de Bad Neustadt, en Allemagne, où il vivait. Du côté nord de sa maison, les sapins étaient malades depuis des années, tandis que du côté sud, tous les arbres étaient forts et robustes. Comment, se demandait-il, les pluies acides ne pourraient-elles tomber que d'un seul côté de sa maison? Cette observation pertinente l'a conduit à étudier non seulement les arbres mais aussi le sol. Il semble évident que l'acidification des sols en Europe centrale a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies, a-t-il écrit plus tard. Paradoxalement, c'est vrai même dans les régions où l'air est pur et qui ne reçoivent que des traces de pluies acides. Cela pose la question épineuse de savoir comment le sol peut devenir acide en l'absence de précipitations atmosphériques polluées. Il doit y avoir d'autres facteurs, dit-il. L'existence d'une infrastructure militaire à 20 km au nord de sa maison a marqué ce monsieur Folkrod en tant qu'ingénieur électricien. Et lorsqu'il a pris des mesures sur sa propriété, il a découvert que les arbres mourants au nord de sa maison étaient non seulement exposés à un radar militaire éloigné, mais se trouvaient également dans le faisceau direct d'un émetteur proche servant aux communications postales. Les arbres sains au sud de sa maison n'étaient exposés ni à l'un ni à l'autre. Il s'est alors mis en tête de déterminer si ce n'était qu'une coïncidence. J'ai voyagé à travers les montagnes du Fichtelgebirge, de la forêt noire, de la forêt bavaroise et du Salzburger Land, écrit-il. Et partout où des stations radars militaires ou des antennes radiopostales, téléphoniques et télégraphiques soumettent la forêt à des rayonnements, les dégâts causés aux arbres ne peuvent être ignorés. J'ai également voyagé dans toute la Suisse. La situation est exactement similaire. Et partout où ce monsieur a vu des forêts endommagées proches de stations radars, le sol était mort et acide. Lors du congrès international sur la recherche liée au déclin des forêts au lac de Constance en 1989, Folkrod a exposé des centaines de photographies de forêts mortes, toutes en ligne de mire d'une installation radar. Ensuite, il a présenté sa théorie. Les aiguilles et les feuilles des arbres sont des résonateurs comme des antennes, a-t-il déclaré. Et il se peut que l'énergie des micro-ondes soit transformée en courant électrique. Les électrons migrent sous forme de liaisons ioniques depuis les feuilles, le tronc puis à travers les racines dans le sol. Dans le sol, il se produit une sorte de dépôt électrolytique qui rend l'aluminium, entre autres, soluble et acidifie généralement le sol, un peu comme l'effet des pluies acides. Bien sûr, aucune étude formelle n'avait été faite sur l'ampleur des courants induits dans les arbres par les stations radars, mais sa théorie a suscité l'intérêt des biologistes forestiers lors de la conférence et en général. Il a rapidement reçu des rapports d'observateurs au Canada, confirmant sa prédiction selon laquelle la ligne des stations radars d'alerte rapide qui longe le grand nord canadien de l'Atlantique au Pacifique allait tuer les arbres situés devant eux. Suite aux expériences du biologiste forestier Alois Huttermann, ayant mesuré le flux de courant induit par les micro-ondes dans les aiguilles et les feuilles des arbres, Folkrod a effectué quelques calculs sommaires. Il a supposé qu'une infime quantité d'énergie, 1/10 de watt, était absorbée par une zone de forêt située devant une antenne radiodirectionnelle, transmettant la téléphonie longue distance à une puissance de quelques watts d'un point à un autre. Il en a en outre supposé que le terrain comprenait 100 arbres, chacun ayant 100 mètres carrés de surface foliaire, capable de convertir l'énergie micro-ondes en courant électrique. Intuitivement, 1/10 de watt de rayonnement micro-ondes réparti sur un hectare de sol semblait insignifiant, mais lorsque Folkrod a pris en considération le facteur temps, il est arrivé à une conclusion étonnante.
Dans les 10 ans suivant l'exposition à l'énergie directionnelle, écrit-il, les 0,1 watts apparemment infimes absorbés par le groupe d'arbres s'élèvent à 8,8 kW par heure. Cette énergie électrique de 8,8 kW par heure, a-t-il calculé, est suffisante pour créer 2000 litres d'hydrogène gazeux dans le sol, par la décomposition électrolytique de l'eau. Cela acidifierait le sol, même sans trace de pluie acide. Et lorsque Folkrod a considéré que les installations radar diffusaient parfois non pas quelques watts, mais quelques millions de watts, il a compris qu'un tel agencement pouvait acidifier une quantité phénoménale de sol. La confirmation partielle de la théorie de Folkrod est venue d'expérimentations de terrain non publiées en Suisse. De jeunes sapins ont été irradiés par des micro-ondes à une densité de puissance inférieure à 10 milliwatts par centimètre carré. Au bout de 4 mois, les arbres avaient perdu presque toutes leurs aiguilles et le sol dans lequel ils poussaient était mort et acide. Pendant ce temps, les sylviculteurs d'Europe centrale observaient une détérioration très rapide de la santé des forêts. En Allemagne de l'Ouest, où l'alerte a été donnée pour la première fois, les sapins blancs ont mystérieusement commencé à décliner vers 1970. Les épicéas ont été touchés vers 1979, les pins sylvestres vers 1980 et les hêtres communs vers 1981. Rapidement, des symptômes de mauvaise santé et de croissance anormale ont affecté presque toutes les espèces d'arbres des forêts et plusieurs herbes et arbustes. La superficie des forêts touchées est passée d'environ 8% en 1982 à environ 34% en 1983 et environ la moitié des forêts en 1984. Les dégâts étaient plus graves en haute altitude. Pour Folkrod, une explication simple était à portée de main. Un grand nombre de puissantes stations radars construites ou modernisées dans les années 1970 et 1980 irradiaient les chaînes de montagnes des deux côtés de la frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Lorsque l'Allemagne était réunifiée et que les radars protégeant ces anciennes régions ont été mis au rebut, Folkrod a fait une autre prédiction. La forêt, dont certaines parties ont été irradiées par ces installations pendant 2 à 3 décennies, a maintenant une chance de se régénérer. Et cette prédiction s'est également réalisée. En 2002, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, en coopération avec la Commission européenne, a réalisé une étude sur l'état de toutes les forêts d'Europe. Le rapport qui en a résulté a dressé un portrait éloquent. Au milieu des années 1990, après la fin de la guerre froide, les forêts, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, avaient retrouvé leur vitalité. Au cours de ces années 1990, des expériences célèbres ont été réalisées en Suisse, en Pologne et en Lettonie, avec le soutien des gouvernements de ces pays, prouvant les effets des transmissions radio sur les personnes, le bétail, la faune et les forêts. Des expériences qu'il ne sera bientôt plus possible de réaliser. Voilà, maintenant on va passer à des expériences qui ont été réalisées dans différentes villes européennes où l'on constate des changements dans le sol et dans les arbres suite à l'exposition aux radiations micro-ondes. La petite ville de Skrunda, à 150 km de Riga, la capitale de la Lettonie, se trouvait autrefois à quelques kilomètres seulement d'une station radar russe d'alerte précoce qui balayait le ciel du nord-ouest. Ces deux unités sont entrées en service en 1967 et 1971. Dès le début, ces radars, situés dans une vallée verdoyante entourée de fermes, ont fait l'objet de plaintes virulentes de la part des résidents locaux, se lamentant que les radiations détruisaient leur santé, leur culture, leurs animaux et leurs forêts. Enfin, en 1989, alors que le mur de Berlin tombait et que la guerre froide prenait fin, le gouvernement a lancé un appel aux scientifiques pour qu'ils soumettent des propositions d'études qui mettraient ces plaintes à l'épreuve. Des médecins, des épidémiologistes, des biologistes cellulaires, des botanistes, des ornithologues et des physiciens de toute la Lettonie ont convergé vers la région pour y effectuer des études de terrain. Et à la surprise des initiateurs, les chercheurs, presque sans exception, ont trouvé des preuves de dommages biologiques. Les résultats ont été présentés lors d'une conférence tenue du 17 au 21 juin 1994, intitulée « L'effet des radiofréquences électromagnétiques sur les organismes ». Les écoliers de la région, même ceux qui vivaient à 20 km du radar, avaient des troubles de la motricité, de la mémoire et de l'attention. Lorsqu'on leur demandait d'appuyer sur 2 touches avec leurs mains droite et gauche aussi vite qu'ils le pouvaient pendant 30 secondes, les enfants de Skrunda ne pouvaient pas le faire aussi vite que les enfants de Preli, une communauté agricole similaire à tous égards, sauf qu'aucune station radar ne se trouvait à proximité. Lorsqu'on leur demandait d'appuyer sur un bouton en entendant une tonalité ou en voyant un éclair, ils ne parvenaient pas à réagir aussi vite. Les enfants de Praili pouvaient se souvenir de chiffres plus longs et plus complexes que ceux de Skrunda.
Et à Skrounda même, les enfants qui vivaient sur le versant ouest de la vallée, directement exposés au radar, avaient une moins bonne mémoire que les enfants qui vivaient plus loin. Des tests psychologiques standards ont évalué leur capacité de concentration durant une tâche et de partage de l'attention entre différentes tâches. Là encore, les enfants de Praili ont mieux réussi que les enfants de Skrounda, moins exposés, qui eux-mêmes ont mieux réussi que les enfants vivant sur le versant ouest de la vallée. Les enfants directement exposés avaient également une capacité pulmonaire plus faible et un taux de globules blancs plus élevé que les autres enfants. En fait, toute la population de Skrounda avait un taux de globules blancs plus élevé et souffrait davantage de maux de tête et de troubles du sommeil qu'une communauté plus éloignée. Les radiations semblaient même avoir eu un impact sur la reproduction humaine, affectant la fréquence de rapports sexuels de la communauté. Les effets sur le bétail et la faune étaient tout aussi évidents. Des échantillons de sang ont été prélevés sur 77 vaches laitonnes brunes qui paissaient sur les terres situées devant la station radar. Des dommages chromosomiques ont été constatés dans plus de la moitié des cas. 600 nichoirs ont été prévus pour les oiseaux, placés à des distances allant jusqu'à 19 km de la station radar. Seuls 14% des nichoirs étaient occupés par des gobe-mouches, un chiffre extrêmement faible pour la Lettonie. Le nombre de mésanges charbonnières et de mésanges bleus qui s'installent dans les nichoirs augmentait en fonction de la distance par rapport au radar. Les effets sur les forêts de la région ont été tout aussi importants. Des peuplements de pins sylvestres ont été échantillonnés à 29 endroits à différentes distances en face des radars. Les arbres de tous les peuplements, sans exception, avaient produit des cernes de croissance beaucoup plus fins, à partir de 1971 précisément et pendant toute la période de fonctionnement des radars. Les cernes de croissance moyen étaient 2 fois moins larges qu'avant la construction des radars. Des pommes de pin ont été prélevées au sommet d'arbres de 50 ou 60 ans. Toutes les graines des arbres les moins exposés au radar ont germé, alors que seulement un quart à la moitié des graines provenant d'endroits très exposés ont germé. L'abondante sécrétion de résine des aiguilles de pin indiquait que les arbres exposés vieillissaient prématurément. Dans une autre expérience encore, des plantes de lentilles d'eau nouvellement germées ont été exposées au radar à 2 km de distance pendant seulement 88 heures, puis déplacées vers un endroit éloigné. La lentille d'eau est une petite plante flottante qui vit à la surface des étangs et se reproduit par bourgeonnement. Pendant les 20 premiers jours suivant l'exposition, les plantes se sont reproduites à un rythme presque 2 fois plus rapide que la normale. La reproduction a ensuite chuté de façon abrupte. 10 jours plus tard, de nombreuses plantes ont commencé à se développer anormalement. Elles se sont déformées, ont produit des racines vers le haut, ont bourgeonné du mauvais côté et ont produit des plantes-filles déformées. L'exposition d'autres plantes au radar pendant seulement 120 heures a réduit leur durée de vie moyenne de 86 à 67 jours et a diminué leur capacité de reproduction de 20%. La station radio de Skrounda a été fermée de façon permanente le 31 août 1998. Passons maintenant à Konstantinov, qui est un carrefour rural situé près de la Vistule, au centre de la Pologne, environ 100 km au nord-ouest de Varsovie. Pendant 17 ans, de 1974 à 1991, elle a en outre été la voix de la Pologne, car à côté du village se trouvait l'antenne radio à longues ondes qui diffusait des programmes en langue polonaise dans toute l'Europe. Haute de plus de 640 mètres, c'était la plus haute structure artificielle du monde et, avec ses 2 millions de watts, la radio centrale de Varsovie était aussi l'une des plus puissantes stations de radio du globe. Et pendant 17 ans, les habitants des villages environnants se sont plaints de la détérioration de leur santé. En 1991, une étude gouvernementale leur a donné raison. La recherche supervisée par le docteur Wisław Flakewicz, qui travaillait au département de la radioprotection du comté de Płock, était simple et peu onéreuse. Elle consistait à analyser des échantillons de sang prélevés sur 89 résidents sélectionnés au hasard dans 2 communautés, Saniki et Gabin, chacune à 6 km de l'antenne. Les premiers résultats ont indiqué que quelque chose affectait effectivement la santé des résidents. En effet, 68% des habitants de Gabin présentaient des taux anormalement élevés de cortisol, une hormone de stress. 42% souffraient d'hypoglycémie, 30% avaient un taux élevé d'hormones thyroïdiennes, 32% avaient un taux de cholestérol élevé et 32% avaient un nombre anormalement élevé de globules rouges. 58% avaient des électrolytes perturbés. Ils avaient tendance à avoir des niveaux élevés de calcium, de sodium et de potassium et peu de phosphore. Le schéma à Saniki était similaire, sauf que les perturbations de la thyroïde et des électrolytes étaient encore plus fréquentes et plus graves, et 41% de la population avait également des plaquettes élevées, indiquant une surstimulation de leur moelle osseuse. Puis, le 8 août 1991, un événement fortuit survint. La plus haute structure du monde s'écroula. Flakewicz
A profité de l'occasion, et en octobre, il a rappelé les 50 sujets de Gabine dans son laboratoire pour prélever de nouveaux échantillons de sang. Les nouveaux résultats ont été surprenants. Une poignée des plus jeunes sujets, qui avaient été les plus sévèrement touchés par les rayonnements, présentaient encore des taux de glucose et de globules rouges anormaux, et les sujets plus âgés avaient encore un taux de cholestérol élevé. Mais tous les niveaux d'électrolytes, tous les niveaux de thyroïde et tous les niveaux de cortisol, sans exception, étaient maintenant tout à fait normaux. Les expériences sur les plantes exposées à la station de radio ont donné des résultats tout aussi étonnants. La doctoresse Antonina Cebulska-Wasilewska, travaillant à l'Institut de physique nucléaire de Cracovie, a dirigé cette partie de la recherche. Elle a choisi comme sujet des plantes de type misère, des Tradescantia, qu'elle connaissait bien grâce à ses travaux sur les radiations nucléaires et qui sont utilisées comme test standard pour les radiations ionisantes dans le monde entier. Lorsqu'ils sont exposés aux rayons X ou gamma, les poils des étamines des fleurs de la plante mutent, passent du bleu au rose. Puis, plus ils sont exposés à des rayonnements ionisants, plus le nombre de cellules ciliées roses est important. Ici aussi, il y a eu un avant et un après l'étude. Des plantes en pot contenant au moins 30 fleurs de misère ont été placées à chacun des 4 coins de Gabine et Saniki du 10 au 20 juin 1991. Les fleurs qui se trouvaient sur 3 des sites présentaient environ 2 fois plus de mutations roses que les fleurs qui n'avaient jamais été à proximité de la station de radio. Les fleurs qui avaient été sur le 4e site, situé à l'intérieur d'une salle de classe près d'une station téléphonique, dont les fils servaient d'antenne qui amplifiaient les rayonnements, avaient près de 9 fois plus de mutations roses. Les plantes près de la station téléphonique avaient également 100 fois plus de mutations mortelles, et seules 3 de leurs 30 fleurs se sont ouvertes. Après l'effondrement de l'antenne, l'expérience a été répétée, avec une période d'exposition de 10 jours, du 14 au 23 août 1991. Cette fois, il n'y a pas eu d'augmentation des mutations aux 3 premiers endroits. Les plantes près de la station téléphonique avaient encore le double du nombre normal de mutations roses, mais toutes leurs fleurs se sont ouvertes cette fois. La doctoresse Cebulska-Wasilewska, qui utilisait habituellement ces plantes pour évaluer les niveaux de radiation ionisante, a déclaré que l'exposition des plantes à la tour radio pendant seulement 11 jours, à une distance de 6 km, avait été l'équivalent d'une exposition à une dose de 3 centigrays de rayons X, ou de rayons gamma. Cela représente environ 1000 fois plus de radiation qu'une radiographie de la poitrine, 10 fois plus qu'un scanner, et environ autant de radiation qu'un rescapé de la bombe atomique à Hiroshima. En juillet 1995, le Parlement polonais a adopté une loi signée par le président, autorisant la reconstruction de la station radio à ondes longues de Konstantinov. De violentes protestations locales ont suivi. La Société pour la protection des personnes vivant près du plus haut mât d'Europe s'est formée dans le village de Topolno. 15 personnes ont participé à une grève de la faim d'1 mois. L'antenne n'a pas été reconstruite. Schwarzenburg est une petite communauté rurale bordant la rivière Sense, entourée de champs verts et luxuriants nichés dans les contreforts nord des Alpes suisses. En 1939, une station de radio à ondes courtes a été construite à environ 3 km à l'est de la ville afin de diffuser Radio Suisse Internationale aux émigrants suisses vivant à l'étranger. La station diffusait sur tous les continents, modifiant la direction de ses émissions toutes les 2 à 4 heures, afin d'atteindre une autre région du monde. Au début, la ville vivait bien en son voisinage. Mais après l'ajout d'une nouvelle antenne, en 1954, portant la puissance de la station à 450 000 watts, les habitants des environs ont commencé à se plaindre qu'elle nuisait à leur santé, à celle de leurs animaux de ferme et aux forêts environnantes. Près de 4 décennies plus tard, le département fédéral des transports et de l'énergie a finalement lancé une enquête. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a été impliqué et le professeur Théodore Hablin, chef du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne, a été chargé de ce dossier. Au cours de l'été 1992, une vaste étude sur la santé a été menée. Des mesures de l'intensité du champ magnétique ont été prises dans de nombreux endroits extérieurs et dans les chambres à coucher des participants. Les résidents ont reçu des agendas dans lesquels ils pouvaient noter leurs symptômes et leurs réclamations à 1 heure d'intervalle pendant 4 périodes de 10 jours, réparties sur 2 étés. La pression artérielle a été contrôlée, les dossiers scolaires examinés et des échantillons d'urine ont été prélevés pour mesurer les niveaux de mélatonine. La salive, prélevée sur les vaches de la région, a également permis de mesurer leur taux de mélatonine. Au cours du 2e été, de manière inattendue, l'émetteur a été éteint pendant 3 jours. Les résultats ont confirmé les plaintes de longue date. Parmi les personnes qui vivaient à moins de 900 mètres des antennes, un tiers se plaignait de difficultés à dormir, soit 3,5 fois plus souvent que les personnes vivant à 4 km de distance.
Elle se plaignait 4 fois plus souvent de douleurs des membres et des articulations et 3 fois et demie plus souvent de faiblesse et de fatigue. Elles se réveillaient la nuit 3 fois plus souvent. Elles étaient plus constipées, avaient plus de mal à se concentrer et souffraient davantage de maux de ventre, de palpitations cardiaques, d'essoufflement, de maux de tête, de vertiges et de toux et crachats. Un tiers d'entre elles avaient une pression sanguine anormale. 42% passaient leur temps libre loin de chez eux, contre seulement 6% des personnes qui vivaient à 4 km des antennes. Les agendas de la deuxième année ont montré l'effet spectaculaire de la coupure de l'émetteur. Même les personnes qui vivaient à 4 km de là se réveillaient 2 fois moins souvent pendant les nuits où l'émetteur était éteint. Les niveaux de mélatonine n'ont pas changé de manière significative chez les humains, mais ceux des vaches ont augmenté d'un facteur 2 à 7 pendant les 3 jours où l'émetteur était éteint, et ont été réduits à nouveau lorsque l'émetteur a été rallumé. Les dossiers scolaires de 2 écoles ont montré qu'entre 1954 et 1993, les enfants de l'école la plus proche des antennes avaient beaucoup moins de chances d'être promus du primaire au secondaire. Les citoyens de Schwarzenburg ont cependant été laissés libres de documenter les dégâts causés à leur forêt. Ulrich Hertel a publié des photographies des souches d'arbres morts montrant des décennies de réduction de leur cerne de croissance, mais seulement sur le flanc des arbres faisant face aux antennes. Comme si, écrit-il, les arbres avaient essayé de se mettre à l'abri d'une menace pour leur vie. Son article de 1991 dans Raum und Zeit, publié 2 mois avant l'article de Folkrod, est constellé de photographies de forêts malades et mourantes dans la région de Schwarzenburg. Le 29 mai 1996, Philippe Roche, le directeur du Bureau fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, a déclaré qu'un lien entre les perturbations avérées du sommeil et l'opération de transmission est prouvé. L'Office général de la santé publique a confirmé cette affirmation. Le 28 mars 1998, la station d'émission d'ondes courtes de Schwarzenburg a été stoppée à jamais. Hans Ulrich Jacob, résident de longue date, a écrit « Le plus surprenant pour moi est le fait que les gens ont retrouvé leur joie, leur franchise, que je n'avais jamais vue auparavant, et je vis ici depuis plus de 40 ans, dans cette région. Le comportement dépressif, parfois aussi agressif, de beaucoup de mes connaissances a complètement disparu. Un fermier d'environ 50 ans m'a raconté que 2 semaines après que l'émetteur ait été éteint, il a dormi toute la nuit pour la première fois de sa vie. Et M. Jacob a souhaité témoigner concernant les arbres. C'est merveilleux de voir, a-t-il remarqué, à quelle vitesse les forêts qui ont été éradiées se rétablissent maintenant. Le taux de croissance, je pense, est 2 fois plus élevé que les années précédentes. Les jeunes arbres poussent aussi droit comme une flèche et n'essayent pas de fuir dans une direction qui les éloigne de l'émetteur. L'équipe du Dr Ablin a profité de l'arrêt prévu pour mener une étude du sommeil avant-après sur 54 de leurs sujets initiaux. Cette étude a duré du 23 mars au 3 avril 1998. Non seulement la qualité de leur sommeil s'est améliorée après l'arrêt du 28 mars, mais les niveaux de mélatonine ont augmenté comme chez les vaches. Pendant la semaine qui a suivi l'arrêt, les niveaux de mélatonine chez les personnes vivant le plus près des antennes ont été multipliés par un facteur de 1,5 à 6. La régénération des forêts européennes à la fin de la guerre froide n'a duré qu'une décennie. En 2002, près d'un quart des arbres examinés par une équipe des Nations Unies présentaient à nouveau des signes de dommages, un arbre sur 5 en Europe ayant subi une défoliation. Les plus acides, quant à elles, avaient été délocalisés avec l'industrie lourde vers la Chine et l'Inde. De nombreux gardes forestiers ont révisé leurs textes pour attribuer plutôt le dépérissement des forêts au réchauffement climatique. Mais ce n'est pas le vrai coupable non plus. Les cèdres, dont certains ont 3000 ans, ayant survécu au réchauffement médiéval, au petit âge glaciaire et à d'innombrables sécheresses et inondations, sont en train de disparaître de la surface de la Terre. Les vénérables cèdres du Liban, dont les 12 massifs restants couvrent environ 2000 hectares, sont visiblement dans un état de délabrement. Les cèdres des montagnes de l'Atlas algérien ont commencé à décliner vers 1982 et les cèdres du Maroc meurent rapidement depuis 2000. Plus de 243 000 hectares de cèdres de l'Alaska, dans les régions reculées du sud-est de l'Alaska et de la Colombie-Britannique, sont en train de disparaître. Environ 70% des arbres adultes sont morts et certaines zones sont maintenant complètement dépourvues de cèdres. Les gardes forestiers sont frappés de plein fouet par la disparition massive des cèdres sur des sols humides, où ils ont toujours prospéré et où aucun organisme pathogène susceptible de porter le blâme ne peut être détecté. En 1990, Paul Heynon, un scientifique du service forestier des États-Unis, stationné à Juneau, a fait une découverte surprenante. D'anciennes photographies aériennes ont montré que certains peuplements de cèdres d'Alaska endommagés aujourd'hui l'étaient déjà en 1927, 1948, 1965 et 1976. Et à son grand étonnement, les zones de déclin en 1990 n'étaient que légèrement plus étendues qu'en 1927.
Il a alors fouillé dans la vieille littérature forestière. Les rapports des expéditions menées tout au long des années 1800 comportaient tous des observations de cèdres près de Sitka et ailleurs dans le sud-est de l'Alaska, et aucun ne mentionnait d'arbres mourants. Charles Sheldon, le premier à avoir signalé la mort de cèdres en Alaska, en avait vu sur l'île de l'Amirauté près de la baie de Pybus dans la région de Sitka en 1909, déclarant que « de vastes zones sont des marécages vallonnés, avec des cèdres d'Alaska, pour la plupart morts ». Harold Anderson, en 1916, a également remarqué des cèdres mourants près de Sitka. Hennon a conclu qu'aucun facteur humain n'aurait pu causer le déclin des cèdres dans la région d'Alaska il y a si longtemps, mais il avait tort. La NPB Sitka, une station radio à longues ondes de 20 kW exploitée par la marine, a été installée à l'ouest de Pybus Bay en 1907. Des stations radio militaires ont été installées à Petersburg et Wrangell en 1908. Des stations de radio privées étaient également en service. Une liste de 1913 des stations de radio des États-Unis comprend 5 stations exploitées par la Marconi Company dans le sud-est de l'Alaska, dont une à Cake, sur l'île de Kupreanof, directement en face de Frederick Sound, dans la baie de Pybus. Le fait que des arbres meurent sans cause apparente dans toute la forêt amazonienne a été remarqué pour la première fois en 2005 et est à nouveau attribué au réchauffement climatique ayant causé une sécheresse inhabituelle cette année-là. Les chercheurs du réseau mondial Rain4 sont retournés sur les parcelles de forêt dispersées au Brésil et dans 7 pays voisins, qu'ils vérifiaient tous les 3 à 5 ans, dans certains cas depuis les années 1970. À leur surprise, l'intensité de la sécheresse dans les différents endroits n'était que faiblement liée à la santé de la forêt. Dans certaines régions, la mortalité était réelle, même en l'absence de sécheresse, et dans d'autres, la sécheresse n'entraînait pas de mortalité. Les foyers de forte mortalité étaient entourés d'arbres dont la croissance ne déclinait pas ou peu. Mais dans l'ensemble, seule la moitié des parcelles ont gagné de la biomasse en 2005, une situation sans précédent. L'Amazonie, craignait-il, est en train de passer d'un piège à carbone net à une source de carbone net, ce qui aurait de graves conséquences pour notre atmosphère. Ils ont imputé ce changement au réchauffement climatique, puisqu'ils n'ont trouvé aucune autre raison d'excuse à ce basculement. Mais comme Hennon et son équipe en Alaska, ils avaient tort. Le 27 juillet 2002, l'environnement de toute l'Amazonie a été soudainement et radicalement modifié. En effet, ce jour-là, un système de radars et de détecteurs financé par les États-Unis à hauteur de 1,4 milliard de dollars et construit par le système de vigilance pour l'Amazonie, a démarré ses activités de surveillance dans une zone de 520 millions de km² de nature sauvage, isolée et inaccessible. Le but premier du nouveau système était de priver les trafiquants de drogue et les guérilleros de la protection que la forêt vierge avait toujours offert. Mais il fallait pour cela faire croire que d'exposer la forêt tropicale à des niveaux de radiation sans précédent dans l'histoire du monde n'avait aucune conséquence pour les précieux habitants de la forêt, humains, animaux ou végétaux. Depuis 2002, les 25 radars de surveillance extrêmement puissants, les 10 radars météorologiques Doppler, les 200 stations flottantes de surveillance des eaux, les 900 postes d'écoute équipés de radios, les 32 stations de radio, les 8 avions de surveillance de pointe équipés de radars météo et les 99 avions de soutien, d'attaque et d'entraînement ont permis au Brésil de suivre des spots aussi petits que des êtres humains en tout lieu. Le système est tellement omniprésent que les responsables brésiliens se vantent de pouvoir entendre le claquement d'une brindille n'importe où en Amazonie. Mais cela se fait au détriment de la grande diversité d'animaux et de plantes sur Terre, des personnes qui en dépendent et de notre atmosphère. Parfois, dit Alfonso Balmori, cet homme dont nous avons parlé au tout début de ce chapitre 16, je compare ce qui se passe à un rituel de suicide collectif au ralenti. Mais il ne pense pas que cela puisse continuer indéfiniment. Je ne sais pas quand, poursuit-il, mais il viendra un jour où la société se rendra compte du grave problème de la contamination électromagnétique et de ses effets dangereux sur les moineaux, les grenouilles, les abeilles, les arbres et tous les autres êtres vivants, y compris nous-mêmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'en est fini pour ce chapitre 16, il nous restera un chapitre dans ce livre, le chapitre 17, qui s'appelle « Au pays des aveugles ». Jusqu'à là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à vous.